On était au salon du patrimoine à Paris. C'est au Louvre, hein, c'est sous la pyramide du Louvre. Et là, il y a un journaliste qui était passé au stand le matin, qui a dit « c'est génial votre truc ». Et puis, il revient vers moi et dit « Ah, j'en ai parlé à Stéphane, il va trouver ça génial, j'en ai parlé, il va venir ». Et en fait, on se retrouve avec Stéphane Bern qui vient au stand. En personne, qui s'extasie devant ses médailles, qui est hyper sympa. En plus, c'est monsieur. C'est monsieur, voilà. Toi, découverte, histoire. C'est pile poil la bonne personne et il comprend immédiatement, etc. Lui, il se bat pour le patrimoine. Et aussi, il a un côté technologique aussi. Il aime ce genre de choses. Hyper sympa. On discute avec lui un bon moment, etc. Puis il part comme ça. Nous, on est un peu sur notre nuage. Et l'année suivante, donc ça, c'était il y a 2 ans. Et l'année suivante, on retourne à Paris. Et là, nouveau, même chose. Bruissement, Stéphane Bern arrive. Puis du coup, on fait, c'est bon, il est passé. Jamais il va revenir. Et moi, je suis en train de filmer chez Ostan, et je vois Stéphane Bern qui passe au bras de Brigitte Macron et Rachida Dati, la ministre de la Culture. Donc il passe devant nous et en fait il s'arrête, il fait « Ah, faut que je vous montre ça !» Et en fait il bloque tout et on se retrouve en close-up comme ça à montrer les médailles. Vous irez voir sur notre site, on a mis la vidéo. Brigitte Macron, etc. qui touche nos médailles, qui les scanne, qui fait des gags. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Salut Steph. Salut Maxime. Plaisir de te recevoir dans le podcast In Progress. Merci beaucoup, c'est un honneur. Un grand plaisir, on se côtoie depuis quelques mois, mais c'est la première fois qu'on se voit en live les deux, et puis les gens nous découvriront sur le podcast. Steph Cruchon, je me permets de te présenter en quelques mots. Steph Cruchon, pour commencer, tu as travaillé avec des agences comme chez Velti Group, Swisscom, tu as été enseignant, tu enseignes toujours avant de faire le grand saut dans le chemin entrepreneurial, fondateur de Design Sprint. On reviendra après sur ce qu'est le Design Sprint et ta société, et également cofondateur de Genius Lucky, basé dans le canton de Vaud, entre Lausanne et Morges. Tu interviens en Suisse comme à l'international sur des projets d'innovation dans des workshops ou des conférences. Designer, UX, facilitateur, entrepreneur et même enseignant au Savi et à Créa, passionné par les premiers instants d'un projet pour les lancer et les faire concrétiser sur la bonne voie. Entre rigueur et créativité, tu défends des valeurs fortes, authenticité, focus et confiance. Wow. Est-ce que j'oublie quelque chose pour t'introduire Quel aujourd'hui? résumé, Maxime. Magnifique. Écoute, magnifique. Je suis heureux de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Plein de choses à se raconter aujourd'hui. Comme on a dit, tu es entrepreneur, tu as plusieurs sociétés. Peut-être pour commencer, j'aimerais bien parler un petit peu de toi, de ton parcours. Et puis après, on viendra sur Design Sprint et Genius Lucky. Ouais, c'est ça, plein de choses à dire. Je m'appelle Stéphane, c'est mon vrai nom Stéphane, mais les gens m'appellent Steph. Cruchon, c'est aussi malheureusement mon vrai nom. Et du coup, je suis designer depuis déjà 20 ans. Ça fait déjà un bon moment que je suis dans le game et j'ai fait beaucoup de choses. Donc, sur les 20 ans, j'ai fait 10 ans d'agence en tant qu'employé, et puis on peut en parler. Et puis, maintenant, les 10 dernières années, j'étais vraiment entrepreneur avec principalement Design Sprint, qui est la société mère finalement, qui est ce qui m'occupe le plus jusqu'à maintenant. Et puis, on a lancé maintenant, il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, Genius Lucky, qui est une start-up. Donc, qui est au départ né de Design Sprint. C'est vraiment un autre produit, une autre typologie de client. Et voilà, quoi. Plein de choses. Magnifique. Peut-être pour commencer, parce que ça, c'est quelque chose toujours qui m'intéresse. Alors, designer, du coup, ça fait écho avec ce que je suis aussi. Qu'est-ce qui t'a peut-être poussé ou motivé à dire « Ok, je vais passer du statut d'employé à me lancer dans le grand bain ». Et déjà, pour commencer, quand je dis designer, toi, tu as une casquette plutôt designer très communication, aussi très visuel, etc. Et moi, j'utilise le terme, on fait aussi du visuel, mais on n'est pas une agence de communication, on est vraiment dans l'acte de designer des choses, d'inventer des choses. Donc, on est vraiment plutôt dans l'expérience, dans le design, dans les workshops, dans accélérer l'innovation. Donc, on est designer plutôt d'innovation. C'est vrai qu'on a le même titre, mais au final, on ne fait pas exactement le même métier. Oui, tout à fait. Le UX, effectivement, c'est l'expérience utilisateur. Effectivement, comment ça marche, comment... Exactement. Et ta question, du coup, je l'ai complètement oubliée. du coup, ma question, c'était un peu pour savoir, donc tu as dit que tu as fait une dizaine d'années en agence. À quel moment, qu'est-ce qui t'a poussé? Quel était l'élément déclencheur? Tu t'es dit, OK, maintenant, je me lance. Alors, c'est une longue histoire, t'es prêt? Ouais, on y va. Un peu de temps.
En gros, donc, moi, j'ai pas fait l'université, etc., parce qu'assez vite, je savais ce que je voulais faire. Et puis, j'étais à l'ERACOM, qui est l'équivalent de l'EICON, à Fribourg. Et du coup, donc, je fais l'ERACOM. Mon rêve, c'était d'être illustrateur. Je voulais faire de la BD, quoi. Je pense comme tous les gosses. Et je fais ça, et je rentre dans cette école, et puis je me passionne. Je deviens, à l'époque, ça s'appelle concepteur en multimédia. Le nom est mort, hein, ça n'existe plus, mais maintenant, on appelle ça Interactive Media Design. Exact. Et l'idée, c'est que tu vas jongler entre plein de disciplines, tu vas faire de la 3D, du web, de la vidéo, toutes ces choses-là. Et donc, je m'éclate, je me réalise dans ces années, en fait, d'ERACOM qui durent, je crois, 4 ans. Et j'en sors, et tout de suite, je trouve du travail. Alors, c'est pareil, je cherche du travail pendant quelques mois. Au départ, je veux vraiment faire du pur graphisme, du visuel. Puis très vite, je me rends compte que je sais faire du web, en fait, des sites web, et ça intéresse beaucoup plus les gens que ma patte visuelle, entre guillemets. Donc, du coup, je pars dans cette direction d'accepter que finalement, je sais faire du code, donc je vais faire du code. Et je me fais engager, et là, on est en 2005, fin 2005-2006 déjà, dans une grosse agence qui s'appelle à l'époque Marvel Communication, qui s'appellera plus tard Label Group, ça a été racheté, et qui s'appelle maintenant Imakina. Ouais. Et c'est un super tremplin parce que je me retrouve, je suis tout jeune, hein, je sais pas, j'ai 21 ans, et je me retrouve à travailler sur des sites web énormes. Je sais pas, on avait le Montreux Jazz Festival, on avait tous les horlogers de la place à l'époque, le comité olympique, le World Economic Forum, et je me retrouve, moi, à travailler sur ces sites, à mettre des choses en production, à faire des trucs super sensibles sur ces sites, en ayant 22 ans, quoi. Alors, heureusement, les clients ne me voyaient pas, mais je me retrouve à travailler sur tous ces mandats assez touchy, quoi. Excellent. Pendant plusieurs années. Et puis donc je vis un peu ce rythme d'agence, il se passe plein de choses, je raccourcis un peu. Ouais. Et puis un des clients très importants qu'on avait, c'était Swissquote, la banque Swissquote, qui reviendra plusieurs fois dans l'histoire plus tard. Et en fait, Swissquote finalement part sur la partie créative, les applications mobiles, etc., avec une petite agence fribourgeoise qui s'appelle Maskin, où il commence à travailler avec cette agence Maskin qui en fait est un des cofondateurs, c'est un ancien collègue de boulot, qui est un ami en fait, et il me propose de les rejoindre. Et c'est là un peu mon aventure fribourgeoise, c'est que je vais rejoindre Maskin pendant quelques années, et là vraiment c'était génial, parce que j'arrive dans une petite équipe où c'est un mélange de designers hyper seniors, je pense que c'est les meilleurs designers que j'ai vus de ma vie, les gars, si vous regardez le podcast, mais c'est vraiment vrai, et des gens qui sont hyper au point, et en même temps des architectes. Ouais, il me semblait que c'était un mélange d'architectes et de designers, et vraiment en termes de niveau, ils avaient tous une dizaine d'années de plus que moi, je pense, les associés, et c'était vraiment des dalles, quoi. Et je découvre cette équipe, et puis on fait des projets incroyables ensemble. Et ce mélange de designers et d'architectes ensemble, ça fait une sauce assez dingue. C'était... Je me souviens exactement de cette époque-là parce que du coup, ERACOM, EICON, la même chose, juste un peu après, je pense. Et je me souviens très bien de Maskin, c'était vraiment une exception fribourgeoise d'avoir ce mélange de personne trop comprenait de l'extérieur comment ça pouvait fonctionner, architecte nous-mêmes pas de l'intérieur, hein, mais excellent, ok. Et ce que j'ai aimé aussi dans ces années-là, c'est que c'était oui, on avait nos métiers, moi j'étais designer plutôt digital, les architectes, mais moi en tant que designer, je participais à certains projets d'architecture sur les concours par exemple, et ben ils faisaient monter des designers, et donc en fait en étant designer, j'avais gagné un prix, je crois 3e prix, un concours d'architecture, ce qui est génial, et ça c'est des super expériences, et je pense que ça fait un peu ça va préfigurer un peu la suite, mais c'est un peu cette porosité entre les lignes, entre les métiers, et puis le fait de me dire que je peux designer autre chose qu'un site web, ou une carte de visite, ou un truc comme ça. Ouais, donc tu as eu un accès, ce que beaucoup de gens cherchent peut-être toute une vie, entre guillemets, où tu t'es rendu compte que tu n'étais peut-être pas figé à ton métier d'origine stricte, avec des barrières fixes, mais qu'au final, on pouvait bouger un petit peu les lignes et faire autre chose, quoi. Et on peut faire plein de choses dans le digital finalement, mais le fait de designer, en l'occurrence, des projets d'architecture, c'est encore un autre, mais l'acte du design elle-même finalement. Et le fait de travailler en collectif, en équipe. Donc super années. Et puis après, je le fais très vite, mais ce qui se passe, un peu le déclencheur, c'est que à Maskin, au bout d'un moment, on avait un peu toujours les mêmes typologies de projets, les mêmes clients, etc. Puis je me rendais compte que je voulais prendre des projets aussi plus gros en termes vraiment de pur digital et puis de pur web. J'avais appris l'anglais entre-temps aussi. J'étais parti à Vancouver 6 mois. Donc un côté assez international finalement. Je m'intéressais toujours à ça. Et puis du coup,
j'ai un peu... j'ai une opportunité aussi, je m'étais éloigné de ma région parce que moi je viens de la région de Lausanne-Morges et j'ai un petit qui arrive, donc j'ai un fiston qui naît en 2016 et puis il fallait se rapprocher un peu des grands-parents, puis cette conjonction d'événements ont fait qu'au final on s'est dit bon, on va se rapprocher, puis j'ai cherché du travail sur la région de Lausanne et là j'arrive chez Swisscom, en fait un petit groupe mais qui est devenu très vite Swisscom puisqu'on a été racheté et là ça se passe pas bien. Dans le sens où j'arrive avec un super poste sur le papier. J'étais un peu lead UX, donc un rôle important sur des projets très importants, etc. Mais j'arrive dans une grosse, je ne sais pas comment on appelle ça en Suisse, mais une SS2I, les Français avaient ça comme ça, c'est la grosse société de services informatiques, la grosse machine. Et je sors un peu de cette période de liberté avec Maskin, petit collectif, petite équipe, et on venir un peu en mode dans une grosse machine, numéro ou bien un petit peu. Ouais, on dit un numéro, puis surtout pour être, enfin, je veux pas épiloguer, mais j'avais plus de gens qui contrôlaient mon travail que de gens qui faisaient vraiment le travail. C'est-à-dire que quand tu as une personne dont le métier c'est de remplir un tableur Excel et de contrôler tes heures, puis qu'il est à côté de toi, tu dis on a besoin d'aide sur le travail, sur le projet, aide-nous quoi. Et moi je préférais cette immédiateté, travailler en petits groupes, en petites équipes plutôt que d'avoir cette grosse structure hiérarchique. C'est pas un problème de l'agence, c'est un problème de modèle qui finalement n'était pas vraiment adapté. Dans la notion aussi de faire avancer les projets, plutôt en mode action qu'en mode c'est ça. Voilà, dès que tu es dans une grosse structure, c'est très politique. Tu dépends d'autres acteurs, tu dépends de budgets qui ont été décidés pas par toi, mais par des gens extra au-dessus. Tu veux faire le travail bien, mais tu n'as pas les heures. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, que toutes les gens qui ont travaillé en grandes agences connaissent bien, je pense. Mais moi, je me rends compte très rapidement que c'est pas exactement pour moi. Et puis, en fait, je me dis, OK, il faut que j'arrive à m'éjecter, mais il faut que je le fasse au bon moment, de la bonne manière. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette période, c'est que mon chef de l'époque m'avait dit, ouais, mais tu fais de l'UX. Ouais, mais du coup, c'est quoi ta méthodologie? Puis j'étais là, je sais pas, tu vois, c'est comme de demander à un professionnel de n'importe quoi, je sais pas, je suis maçon, c'est quoi ta méthodologie, quoi? Enfin, c'est un peu... Et j'avais jamais vu ça sous cet aspect-là. Puis je me rends compte que la question, c'était plutôt, c'est comment je te vends, quoi. Comment je trouve le moyen de te vendre à mes clients. Et ça m'a un petit peu travaillé. Et je me suis dit, OK, faut que je trouve ma méthodologie, finalement. C'est comment j'arrive à expliquer ce que je fais de manière simple. Et là, je découvre... je vais la faire très courte, mais on travaille dans le digital en sprint agile. C'est des sprints de développement agile qui durent 2 semaines, etc. Et je trouvais très intéressant cette notion de sprint qui était faite au niveau du développement. Moi, je suis un designer. Je me dis, j'ai qu'à faire des sprints de design. Je vais faire des sprint design, des design sprints. Je trouve ce nom qui sonne bien. Je me dis, il y a un truc à faire. Je pourrais créer mon propre service, ma propre micro-entreprise qui ferait des sprints de design. Je réserve le nom designsprint.com, sprintdesign.com. pour faire mon propre truc, quoi. Et au bout de quelques semaines, donc je crée mon petit portfolio, mon petit site et de ça, et je tape dans Google Design Sprint, mon site, quoi, sur lequel je travaillais, et là, je découvre une page qui apparaît, googleventure.com/sprint, le design sprint chez Google Venture. Je fais, quoi? C'est quoi ce truc? Et là, je découvre ce truc-là, et là, on est en 2015. Je découvre ça, et je lis cette page, et je me rends compte que c'est écrit par un designer à l'interne chez Google Ventures, qui s'appelle Jake Knapp, qui a inventé à San Francisco, chez Google Venture, ce format de design sprint. Et l'idée, c'est de faire un atelier de 5 jours avec le client, avec le startup, un peu en mode combat, etc. Raccourcir des mois de travail en 5 jours, en faisant une partie de créativité, idéation, une partie de prototypage rapide avec des outils hyper modernes de design digital et une partie de test utilisateur sur les vrais clients. Tout ça en 5 jours. Et là, je vois le truc et je fais, mais c'est exactement ce que je veux faire. Alors, le problème, c'est qu'il fait ce que je veux faire mieux que moi. Il a le même nom pour le truc et c'est Google. Et c'est Google derrière. Et moi, j'ai designsprint.com. Et je me dis, OK, ils vont m'attaquer en justice, voilà, et tout ça. Et en fait, sur le site, il explique qu'il est en train d'écrire un livre pour expliquer comment eux, ils vont travailler. Et le gars, il a rempli assez sympa la manière dont il écrit. Il dit, j'ai envie de transmettre cette méthode, d'expliquer comment nous, on travaille. Si vous intéressez, envoyez-moi un email. Et le mec, il met son email, quoi. Ah ouais, carrément. Et je lui écris, quoi. Le jour même, j'écris à Jake Knapp, à ce designer. Je dis, voilà, j'ai designsprint.com, ça a l'air génial. Est-ce que j'ai le droit de le faire en Suisse? Et il me répond, hyper sympa.
Il dit mais c'est génial, je suis en train d'écrire un livre, tu serais le premier à le faire en Europe. Pour l'instant, on le fait seulement chez Google, à l'interne. C'est un truc de fou. Et pour que je comprenne juste une question, lui à ce moment-là, c'était quelque chose qui était en place depuis 15 ans ou c'était quelque chose qui aussi, en rentré en balbutiement chez Google et dans le sens, pour que je me rende compte si vous êtes trouvés un peu au même moment ou si... Alors le tout premier design sprint officiel chez Google date de 2011. En fait, lui, il travaille avec une start-up. Et puis, il est mis un peu devant le challenge. Il devait travailler en Suède pendant une semaine. Il avait une semaine pour faire un truc et pour revenir avec un prototype. Et là, il a un peu assemblé des méthodes, des choses qu'il faisait dans l'UX design, dans le design thinking, pour essayer de faire un atelier qui tenait debout. Il va en Suède, en plein mois d'hiver, il faisait nuit noire, il se met en mode combat et ils font le premier design sprint de l'histoire en 2011. Il se trouve que ce prototype qu'ils ont ramené, c'était en fait un chat, un système de chat de visio qui est devenu Google Meet. Donc le premier design sprint de l'histoire qui est fait à Stockholm en 2011, c'est en fait l'ancêtre de Google Meet, qui devient Google Meet. Donc un truc de fou. Et après, la méthode, elle a fait des petits à l'interne chez Google. Et puis entre 2011 et 2015, ils ont amélioré le format. Ils en ont fait plusieurs dizaines, voire ils disent centaines, mais je pense que c'est plutôt plusieurs dizaines, sur des projets à l'interne chez Google, jusqu'au moment où la méthode elle est assez solide pour qu'ils se disent, là j'écris un livre. Et moi, je découvre le truc quand ils sont en train d'écrire le livre, de le terminer. Ouais, donc vraiment pas beaucoup. Je le découvre à l'été 2015 et le livre, en vrai, il va sortir. Le livre, je le tiens ici dans les mains. Vous pouvez pas le voir, c'est un podcast, mais il est bleu. Il s'appelle Sprint. Et le livre, il sort en mars 2016. Ok, donc c'est quand même relativement récent dans l'histoire de... Peut-être juste pour, en mode pitch elevator, pour que ceux qui nous écoutent comprennent concrètement. On est une entreprise, on a quoi comme projet, à quoi ça... tu l'as dit avant, comment on présente un design sprint en 30 secondes concrètement. La puissance du design sprint, c'est une méthode d'eau qui va servir à faire avancer, démarrer un projet hyper compliqué qui ne verrait jamais le jour autrement. C'est souvent utilisé dans le domaine de l'innovation, mais on l'a beaucoup aussi utilisé dans le domaine de la résolution de problèmes. Pendant le Covid, je sais qu'on en a eu par exemple. Mais dans les entreprises qui veulent innover, ils veulent par exemple, lancer un nouveau service ou un nouveau business ou une nouvelle cible client ou une app. C'est des projets qui sont très compliqués à faire avancer dès le départ parce que personne n'a le temps de travailler dessus, il n'y a pas de budget, il n'y a pas forcément d'envie non plus de faire un truc nouveau. Les gens préfèrent exécuter sur ce qu'ils connaissent déjà, mais créer un truc nouveau, c'est compliqué. Et donc, tu dois créer un peu ce coup d'accélérateur, un peu ce momentum au début du projet qui fait que, d'une part, pour dérisquer le projet très tôt, mais aussi pour avoir les bonnes personnes à bord pour que ça démarre et très vite. Et en fait, ce qu'on va faire avec le design sprint, donc en tout, c'est tu rassembles les bonnes personnes pendant 5 jours, tu les mets dans une pièce et en fait, on va les guider dans ce processus d'innovation très rapide, très très cadencé, très cool aussi. Et puis, on en sort, donc le jeudi, on a un prototype. Nous, on est designer, donc on va réaliser un prototype réaliste du futur produit. Et le vendredi déjà, ils se confrontent au marché avec des gens qui vont découvrir le futur produit. Excellent. Et ça marche pour des produits, pour des stratégies, pour même des réorganisations internes. J'ai fait pas mal de design sprint sur des RH, sur des sujets très complexes. On a travaillé avec les métros de Bruxelles, de tout type d'entreprise. Et c'est fun, c'est hyper intense. Et c'est le seul moyen de faire décoller un projet. Du coup, dans une entreprise, tu regroupes autant le côté interne, les gens qui vont travailler dessus à l'interne, que aussi des partenaires externes que tu viens un peu plugger sur le projet, ou comment ça se passe, ou c'est toute votre équipe qui... parce que vous avez un champ d'action sur le côté design, et voilà, mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui viennent se greffer? C'est ça le génie de Jake et de Google Venture. Donc Google Venture, ils investissent dans des startups. En gros, c'est ça le business model à la base. Et ils se sont rendus compte qu'eux, ils pouvaient amener énormément de qualité en tant que designer sur le produit, le prototypage, mais ce n'est pas eux les experts métiers. Puis je pense que toi aussi, dans ton agence, tu le sais aussi, tu n'es pas l'expert métier. Quand tu bosses pour une boîte de pharma, il y a des gens dont c'est clairement le métier de faire de la pharma, puis toi, tu vas amener ton œil de designer. Le design sprint, c'est du coup, tu vas rassembler les experts métiers, qui sont vraiment les pros de ce domaine-là, et ta culture design, tu vas les amener avec un processus qui est vraiment... battle-tested finalement, donc il marche vraiment bien. Un calendrier, j'ai une petite horloge, etc. pour faire des exercices, pour que ça avance, etc. Donc tu amènes le rythme et puis tu les aides bien sûr à prototyper et à tester. Parce que du coup, ça sous-entend que si tu veux faire ça en format ultra court, il faut être aussi un peu, je sais pas si c'est un peu l'armée dedans, mais dans le sens, il faut être quand même un peu rigide d'un point de vue. Parce que je vois exactement à quoi ça peut ressembler une séance de brainstorming où tu discutes 4 heures puis t'en sors rien du tout. C'est ça. Mais en fait, le sprint, c'est vraiment,
t'as un sport, je sais pas, t'as le foot, mais il y a des règles du jeu quand tu joues au foot. Ouais. En fait, en vrai, l'innovation, c'est pareil. Les gens ont l'impression que tu te mets dans une salle, tu colles 3 post-it, puis voilà. Mais non, en fait, il y a vraiment des étapes à faire, il y a un rythme, il y a des choses à... Tu vois, si tu le fais bien, c'est un vrai processus construit. Okay. Tu vois, et en fait, moi, c'est ce que j'amène. Et puis, c'est pour ça que dans le sprint, il y a le rôle du facilitateur, c'est mon rôle. Je suis neutre, je suis externe à l'entreprise. J'ai physiquement une petite horloge qui s'appelle un time timer. Et le deal, quand tu rentres dans un sprint, c'est que tu acceptes la règle du jeu, que cet exercice, il dure 30 minutes, celui-ci 45 minutes, tu te laisses guider. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu alignes des équipes, parce que finalement, tout le monde est un peu au même niveau, quoi. Ouais. Et à la fin, dès le moment où tu as prototypé, le projet peut en théorie être lancé ou ne pas être lancé. Ouais. Concrètement, comment ça se passe après le client ou l'entreprise, elle leur dit bon bah maintenant on nous lâche dans la nature avec ça et puis c'est parti, ou comment ça se passe le côté après il y a parce que je présume qu'après il y a tout un écosystème de gens à mettre en relation pour que les choses se fassent, donc il reste c'est pas que le projet il est fini, hein. Après il y a beaucoup de travail, après c'est la phase d'exécution du projet, mais en fait tu vas accélérer énormément la phase de concept du projet et de dérisking du projet. Ouais. À la fin d'un design sprint, en théorie, quand tu as vu le prototype, tu as vu le résultat des tests, parce qu'on est aussi très honnête sur les résultats. Des fois, tu fais le sprint et puis les testeurs n'ont pas aimé un aspect du produit ou de la stratégie, tu l'enlèves ou tu le corriges. Tu dis, ça ne marchera pas. Par contre, on peut le corriger comme ça. Ils ont amené des bonnes idées. Donc, en fait, tu vas... On dit scoper, je ne sais pas comment on le dit en français, mais tu vas donner un périmètre à ce projet, tu vas vraiment bien le cadrer. Puis finalement, les étapes suivantes, c'est accepter le budget, accepter que les gens puissent travailler dessus pour de vrai, parce que c'est plus un projet d'innovation, ça devient un projet. Puis après, ils sont en mode plutôt exécution, et ça, c'est une partie plus simple à faire. Okay. Parce que même quand tu vas avoir une agence, je sais pas, de développement web, par exemple, après, eux, ils peuvent très facilement prendre le relais, parce que tout ce travail de fond, il a été fait. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais j'ai été une fois mis au concours pour un nouveau site web d'une entreprise régionale où vous étiez passé avec votre équipe avant. C'est vrai que d'un point de vue d'une agence, en fait, on avait déjà une maquette sous les yeux, on avait déjà au final tu te rends compte tout un champ en tant que designer derrière où au final on arrive beaucoup plus à identifier le projet et effectivement on ne part pas d'une page blanche en disant bon, on va vous faire une offre papier puis on verra où on va derrière. Et puis je pense que tu vois aussi un peu l'honnêteté des design sprint, c'est on l'a fait en 5 jours en tout et pour tout, tu vois, puis donc c'est réellement un jour de design du prototype, etc. Donc ta marge de progression elle est grande derrière en tant que designer, mais au moins tu mets l'effort au bon endroit. Il y a déjà plein de choses qui ont été déjà actées, validées et sur lesquelles tu peux construire, puis après tu vas amener ta valeur. Voilà, donc pour que je comprenne, c'est une méthodologie qu'entre guillemets tout le monde peut s'approprier, ou c'est justement quelque chose que pour les grands groupes ou qu'on peut imaginer intégrer nous-mêmes dans nos petites PME? Complètement. En fait, l'idée de Jake au départ, quand il a écrit le livre sur la méthode Google, au départ voulait un peu la garder secrète. C'était un peu leur méthode d'innovation secrète. Puis finalement, c'est quand même un peu sorti de Google. Il y a d'autres entreprises qui le faisaient. Il y avait un petit peu de buzz. Puis ils ont écrit le bouquin. Et puis en se disant, on l'écrit pour le monde et les gens peuvent se l'approprier. Donc en fait, tu peux acheter le livre sur Amazon. Et très franchement, c'est comme un livre de cuisine, écrit par un grand chef, je sais pas, Etchebest. Tu lis les recettes de cuisine et si tu le fais vraiment comme ça va bien se passer. Le problème, c'est que moi, je suis nul en cuisine. Si je prends un livre de Etchebest écrit par lui et que j'applique exactement, ça sera quand même un désastre. Donc je pense qu'au final, la recette, elle est excellente et tu peux l'appliquer. Mais le choix du facilitateur ou de la personne qui va piloter ça, c'est quand même... Tu veux quelqu'un avec un peu de bouteille quand même. Et puis tu as l'expérience, tu as aussi de la bouteille dans ton... Ouais, évidemment. Ouais. Donc je pense qu'il y a un aspect neutralité, il y a un aspect expérience, quoi. Non, mais clairement, j'ai participé à un coaching l'année dernière où il y a un exemple tellement bête qui m'est arrivé que c'était tellement drôle. On était 5 ou 6, puis un peu ils ont dit, écoutez, vous êtes maître du temps. Vous avez 5 minutes chaque par personne pour vous présenter. J'étais évidemment le seul à la fin. Lui, il avait fait 20, lui, il avait fait 15. Et puis effectivement, parce qu'en fait, tu n'es pas habitué à dire, comme tu as dit avant, il y a des règles du jeu, il faut les suivre, il faut que ça marche, il faut que ça tienne aussi dans le projet, quoi. Ouais, puis dans les entreprises, alors, ce qui est génial, ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est important avec ce design sprint, c'est qu'en fait, ça m'a permis de travailler pendant 10 ans. Je pense que je suis à bientôt 100 entreprises différentes. Tu passes chaque fois une semaine dans l'entreprise. Okay. Puis des fois, c'est des petites startups, mais très souvent, c'est des grands groupes, etc. Sur des projets hyper pointus, assez secrets, etc. Il y a beaucoup d'émotionnel. C'est des projets assez chargés, qui sont des fois difficiles. C'est des
des comme ça. Puis il faut réussir à piloter. Tu travailles des fois avec le CEO, la CEO ou des gens qui s'entendent pas. Et le fait d'avoir une méthode très très claire, tu veux que tout le monde puisse aussi s'exprimer parce qu'il y a des gens très discrets qui sont brillants mais qui osent pas s'exprimer au bon moment ou qui osent pas amener les idées. Donc ça c'est une sauce un peu qu'il faut réussir à faire prendre. Mais du moment que les gens ils suivent ces règles du jeu, qui sont en fait très justes, ça rend des projets absolument géniaux, quoi. Oui, puis la promesse, elle est quand même assez folle parce que, alors, il faut accepter que 5 jours dans sa vie, on va être axé sur un projet, voilà, mais 5 jours VS 1 an ou 2 ans de développement dans certains cas, juste pour avoir le concept de base, ça peut tout changer, quoi. Ouais, moi je crois beaucoup à ça, c'est au cœur de je crois que c'est au cœur de tout ce que j'ai fait dans le design jusqu'à maintenant, mais c'est ce focus. Je crois que tu design où tu fais rien avancer si tu n'as pas un focus au bout d'un moment. Et en fait, les gens, surtout les grands groupes, ils sont sur 10 projets en même temps, puis ils font des meetings d'1 heure par-ci par-là. Et du coup, ton projet, en vrai, durerait 2 ans. Ouais, puis tu t'éparpilles. Tu n'as aucune intensité. C'est pas très cool aussi. C'est des meetings, etc. Et au final, là, il y a un côté très créatif. C'est très intense, mais tu es à fond dans le truc. Et puis, ce projet, il devient d'un coup très important. En tout cas, pendant une semaine, c'est le cœur de tu penses qu'à ça, en fait. Ouais. Mais ça va même au haut niveau que tu en rêves la nuit. Ouais. C'est que tu es là, mince, comment on va solutionner ce truc, puis tu reviens le lendemain et il y a ce truc créatif, quoi. Tu soulèves pour moi quelque chose qui est hyper important, c'est que dès qu'on devient, en tout cas c'est ce que je ressens, dès qu'on devient à un certain niveau, cadre ou directeur comme ça, les zones de focus qu'on peut réellement avoir, ou les états de flow, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est exactement ça, l'état de flow. Elles sont tellement rares et au final c'est ce qu'on devrait chercher en permanence qu'effectivement c'est extraordinaire quand tu peux focus sur une thématique et un sujet plutôt que de partir dans tous les sens. Et le focus, c'est une vraie décision stratégique. Je peux donner l'exemple de la banque Swissquote. J'avais travaillé avec cette banque à l'époque sur leur site web il y a très longtemps. Après à Maskin, je designais leurs applications, etc. Mais j'ai jamais travaillé pour cette banque directement, même à l'interne de la banque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont appelé pour faire un design sprint en 2019. Où en gros, je schématise et j'accélère beaucoup, mais ils voulaient rajeunir l'application Swissquote pour capter des plus jeunes clients. C'était un but stratégique. Parce qu'il y a des banques comme Revolut, etc., qui apparaissaient, qui devenaient très, très concurrentielles. Et du coup, on fait le sprint et puis ça ne se passe pas comme on veut, c'est-à-dire on teste plein de choses et au final, on se rend compte que les jeunes ont juste peur de trader de l'argent, ils ont peur d'investir, ils ont peur de la terminologie, des outils de la banque, etc. Ça leur faisait peur. Et du coup, moi, je suis un peu triste, je rentre chez moi, un peu en me disant la queue entre les jambes, je me dis, mince, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et puis, je reçois un email quelques jours après qui dit, Steph, on veut que tu réorganises un nouveau design sprint. Cette fois-ci, il y a le CEO qui sera là, personnellement, parce que ça a confirmé une deuxième idée qu'ils avaient, qu'il faut lancer un nouveau produit, en fait. Il ne faut pas rajeunir l'app qu'on a déjà, qui marche très bien, mais il faut lancer un produit pour les jeunes. Ouais. Et du coup, on fait un deuxième design sprint. Et là, il y a le CEO de la banque qui participe, il y a le CTO qui participe, et il y a le CMO, donc le Head of Marketing, qui sont physiquement avec moi dans le truc. Et puis moi, je tiens en tremblant un peu mon petit timer. Et en fait, on a fait ce workshop. Après, moi, c'est mon métier. Je fais cet atelier comme je fais tous les autres, mais avec des gens très importants, mais qui donnent personnellement du temps. Et on fait cet atelier, ça marche même mieux que ce qu'on pensait. Ils font le proto, etc. Enfin, ça marche vraiment très bien. Et puis au final, ce projet, qui était un petit projet un peu satellite, est devenu une banque à part entière, c'est la banque You. Ouais. Quand tu vas à l'aéroport de Genève, tu as les... Et incroyable dessus aussi, la gamification qu'il y a dans l'app, le côté... moi-même, je l'ai téléchargé, j'ai les deux, du coup. Mais effectivement, l'univers est complètement différent. C'est un super produit, etc. Alors, on n'a pas tout inventé pendant le sprint. Ils ont énormément travaillé derrière. Mais ça a été les premières graines où on a inventé cette banque pendant ce workshop, pendant ce design sprint. Et puis je crois que l'axe principal de You, c'était Swissquote. En fait, tu peux tout acheter, tu peux trader, je sais pas, 20 000 différents stocks. Enfin, j'invente un chiffre, mais j'en sais rien, c'est énorme. Et You, c'était au contraire. Oui, on te tient à la main. Tu peux acheter, en fait, que je sais pas, 200, 300 stocks qui sont Nike, Adidas, les choses que tu connais avec des logos. Et en fait, cette simplification à l'extrême, qui a été pas mal débattue à l'interne pendant le workshop, mais en fait, c'est ça qui a fait le succès, tu vois. Des fois, enlever, simplifier, c'est en fait le travail de design, tu vois. Et surtout d'alignement des gens. Je pense que You, c'est un bon exemple d'un produit courageux. Et je pense que c'est vraiment ça que peut créer le design sprint. C'est que quand tu mets les personnes dans une salle pendant quelques jours pour vraiment réfléchir à un truc, tu peux t'autoriser des idées assez courageuse. Et puis, je pense qu'il y a un mot qui est important dans ces workshops de design sprint, c'est pas qu'on dit « ça sera comme ça ». C'est on dit « on pense que c'est
notre meilleure idée. Et puis on va la prototyper, et puis on va la tester. Et on appelle ça un prototype. Et ça, c'est super important. Parce que du moment que tu dis, ça sera comme ça, les gens, ils se braquent. Ils disent, non, mais c'est impossible, il y a des problèmes techniques, des problèmes légaux, etc. Du moment que tu dis, non, c'est un prototype, on va juste tester. On va voir comment ça... Voilà, est-ce que ça plaît déjà? Et puis, si jamais ça plaît à la fin des tests, là, tu as les vrais problèmes de rendre ça légal, compliant, etc. Ouais. Mais finalement, tous ces problèmes que tu imagines déjà, peut-être qu'ils n'ont même pas lieu d'être, parce que peut-être qu'on va juste rediriger le projet dès la fin du workshop. Donc, ça, c'est important. Et souvent, même si je dégrossis, parce que là, on parle d'une grosse application, mais je prends juste le thème entrepreneurial, c'est ce qui tue dans l'œuf 90% des projets. Exactement. Moi, j'adore cet effet de se retrouver avec un pote un soir et puis d'avoir la meilleure idée du monde et puis de commencer à y réfléchir sérieusement le lendemain, puis de se rendre compte qu'en fait, il y a 3 barrières devant soi, puis tu te dis, bon, exactement. On va pas le faire. Et alors qu'en fait, la notion de prototype, la notion de test, la notion de retour aussi du marché, de voir si ça prend, en fait, c'est primordial. En fait, d'avoir les meilleurs experts de la Terre dans la salle, tu sauras jamais vraiment comment ça va être perçu par les gens, qui vont vraiment l'utiliser, les utilisateurs, les clients, etc. Parce que toi, tu es juste trop expert. Enfin, les gens sont trop experts. Et de voir cette réaction à la fin des workshops, de voir les vrais gens qui réagissent à leur idée, encore au stade de l'idée, mais on polish le truc, c'est assez joli, etc. Ils ont l'impression que ça peut exister, mais en vrai, ça n'existe pas encore. C'est un vrai faux produit ou un vrai faux service. Tu les vois réagir. Voilà, tu le ressens dans le ventre finalement, tu le sens ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et ça libère des énergies, ça libère aussi des budgets tu sais quand c'est une bonne idée puis qu'on faut y aller, mais tu sais aussi quand c'est pas du tout une bonne idée et qu'on faut pas du tout y aller. Oui, bien sûr. Donc, c'est dans les deux sens. Moi j'étais vraiment étonné que le design sprint, mes tout premiers clients, et je pensais pas du tout, mais c'était des assureurs. Je travaillais très tôt avec Swiss Re par exemple, des réassureurs. Et j'étais, mais pourquoi vous êtes venu vers moi? Je pensais pas que c'était eux qui allaient tout de suite. Je pensais que c'était plutôt des startups, etc. Et ils sont venus, ils ont fait, non, mais notre métier, c'est de gérer le risque. De gérer le risque, et c'est des experts du risque. Et ils ont très vite rendu compte qu'il vaut mieux passer 5 jours à découvrir que ça marchera pas et le savoir très tôt. Et peut-être ça marche et là tu gagnes énormément de temps, que de passer 1-2 ans à tergiverser, faire des meetings pour au final arriver à la même conclusion. Donc c'est finalement le temps, surtout à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on entend, c'est hyper important. Plus tu es tôt, plus tu as une vision claire, plus tu peux exécuter bien. Tu me permets de rebondir sur la question qui allait venir, justement. Alors, 2 questions en une. La première, c'était justement l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que c'est en train de changer dans ce type de décision? Je me rends compte que c'est un sujet au final qui est récurrent dans beaucoup de podcasts qu'on fait, parce que tout le monde est d'une manière ou d'une autre touché et impacté par cette thématique-là. Et peut-être aussi sur le design sprint plus général, justement, est-ce qu'on parle d'une méthode qui est tout le temps appliquée la même pour chaque problématique ou groupe, ou est-ce qu'il y a des adaptations de cette méthode qui se font des fois par rapport aux typologies de problématiques? Tu peux adapter dans le sens où, côté un grand chef, tu peux changer un peu les ingrédients de la sauce. Quand tu commences, moi je te conseille vraiment de suivre la méthode telle qu'elle est dans le livre, parce qu'elle marche vraiment bien et tu vas arriver à bon port. Puis tout a été bien pensé, c'est-à-dire même l'expérience, pour pas... Des fois, les gens, ils veulent le raccourcir à 4 jours plutôt que 5 jours. En vrai, on demande 3 jours de présence aux gens. Puis les 2 derniers jours, ils ne sont pas obligés d'être là. Mais des fois, tu as envie de raccourcir, mais ce n'est pas une bonne idée parce que tu vas stresser les gens énormément. Tu vas vouloir trop en mettre. Et puis, tu transformes une expérience qui serait excellente, bien dosée, à un truc qui devient too much pour finalement un gain de temps d'une demi-journée ou d'un jour. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Il y a des adaptations possibles. Mais il faut maîtriser la recette pour le faire. Donc, ce n'est pas un conseil que je peux donner. Je pense pas. Et pour ta question par rapport à l'IA, moi je suis un geek, donc évidemment je suis hyper intéressé par tout ce qu'on peut faire avec. J'expérimente beaucoup, je fais beaucoup de choses avec. Ça nous aide beaucoup sur les aspects, le prototype. Maquettage maquette et tout ça. Il y a encore 1-2 ans, on faisait des prototypes, vraiment des maquettes statiques, donc des images qui symbolisaient des produits, des services et tout ça, des landing pages, des choses comme ça. Maintenant, on peut réellement faire des prototypes qui fonctionnent entre guillemets avec du code, des choses comme ça qui n'étaient pas possibles avant. Donc sur cette phase-là, on gagne beaucoup de temps et on fait des meilleurs prototypes, on va plus loin. Sur la partie purement stratégique et décision, très franchement, moi, je ne crois pas à demander à l'IA. Enfin, toutes les décisions de base, oui, elles sont déjà demandées à l'IA, mais ça ne demande même pas le fait de faire un workshop, parce que finalement, tu as une réponse instantanée.
Par contre, ça biaise beaucoup les gens. C'est que je vois tout à fait où tu commences une conversation, tu as déjà une idée de base, tu commences ta conversation avec ChatGPT, puis il va te monter le chou, il va te dire ouais mais c'est génial ton idée, nanana, puis à la fin tu dis waouh, donc moi plus ChatGPT on est d'accord que c'est la meilleure idée de la Terre, puis il va donner plein de statistiques, de trucs, puis tu reviens, tu es le roi de la Terre, tu as l'impression que tu as tout réglé, quoi. Le problème c'est que ton équipe, vous êtes 7, et vous êtes 7 à avoir fait la même démarche avec vos propres ChatGPT ou Claude ou j'en sais rien, et au final vous n'êtes pas arrivé aux mêmes conclusions, parce que c'est juste ça a juste exacerbé ton propre biais Exactement, personnel. Je vois tout à fait. Tu mettrais 7 personnes dans 7 salles différentes avec la même fiche où ils doivent expliquer eux-mêmes le même problème. Ils reviennent, ils mettent les fiches côte à côte, il n'y en a pas une qui est la même. C'est exactement ça. Parce je vois tout à fait, mais on l'a aussi dans le travail, ça me fait tellement rire des fois. Effectivement, j'aime bien comment tu l'expliques parce que il ne faut pas oublier qu'il est là pour te valoriser, te dire que tu as raison et te dire que c'est très juste tout ce que tu penses. C'est ça. Il te jette des fleurs en permanence. Il ne va pas commencer à te dire que... Après, par contre, je trouve dans le côté analyse, si tu dois commencer à ordonner des idées ou à structurer des idées, c'est magnifique. Prototypage, je suis hyper d'accord avec toi. Nous, alors je le dis comme ça, mais on a commencé à faire nos premières affiches à l'IA et c'était aussi toute une question qu'on avait à l'agence. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Voilà, il y a plein de thématiques autour de ça, mais c'est vrai que, en fait, au final, ça nous a pris plus de temps que si on le faisait nous-mêmes, parce qu'on a dû, parce qu'après le client, il avait un niveau d'exigence métier comme il l'a normalement avec nous, mais nous, je lui disais, mais en fait, nous, on prompte. Et puis, mais c'était hyper intéressant comme démarche, mais en fait, à un moment donné, et on n'en est pas arrivé là, mais j'ai hésité à dire au client, mais en fait, promptez-moi l'image à votre place pour comme ça on aura exactement ce que vous cherchez à avoir. Parce que moi, tu vois, il promptait ce que moi je pensais du mandat, quoi. En fait, pour résumer, je pense que l'IA amène toute sa valeur dans les 10 premières minutes que tu utilises, 5 premières minutes. Puis si tu sens que tu n'as pas exactement ce que tu veux, vaut mieux passer à de l'humain, enfin, finalement. Et nous, on est vraiment sur des problématiques très complexes, très émotionnelles, donc ces workshops ont toutes leur raison d'être, et même encore plus maintenant en 2025. Nous, on fait maintenant pas mal de design sprints ou de workshops qui sont en fait pour concevoir les futures IA ou les futures automations. Parce que voilà, comment ça s'imbrique, comment ça marche techniquement, comment les décisions que tu prends, ça on va virtualiser, enfin on va numériser cette partie ou automatiser. Excellent. Donc il y a des humains qui ne le feront plus, donc qu'est-ce que ça implique? Tu vois, tout ça, c'est des choses qui se décident, quoi, et qui se designent. Je trouve hyper intéressant. Moi, je suis très fan de ces formats 5 jours où des fois, je rêverais d'aller dans un chalet, de m'enfermer et puis de faire ça. Et je trouve avec l'IA, il y a une deux phrases qui me reviennent souvent en tête, c'est l'IA va te permettre de faire ce que tu faisais en 1 heure, en 1 minute. Qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste? Et c'est pas genre, ça me prend 1 minute et puis je passe à autre chose. C'est non, le temps que ça me fait gagner, je fais quoi? Et du coup, c'est du temps de réflexion, c'est du temps de discussion. C'est ça. Tu vois, de discussion entre les partenaires, de réflexion, et c'est hyper important, quoi. Complètement. Tu parlais donc d'innovation. J'aimerais aussi aller sur un autre sujet quand même, parce que tu as quand même pas mal de casquettes. J'aimerais venir sur une autre entreprise que tu as cofondée, Genius Loci. C'est l'entreprise par laquelle on s'est rencontrés, toi et moi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est Genius Loci? Peut-être je vais, donc pour faire un peu le bridge avec Design Sprint. Ça fait 10 ans qu'on fait du Design Sprint. On commence à apprendre un peu de comment fonctionne le business, comment ça marche, etc. Puis évidemment, on était impacté pendant le Covid parce que les gens ne pouvaient plus être même physiquement ensemble et tous les projets étaient un peu à l'arrêt, donc l'innovation était un peu à l'arrêt, donc c'était une période assez compliquée. On s'en est bien sorti, on a fait des trucs online, etc. Mais quand même on a été secoués. Et puis, il y a une période qui est toujours très compliquée pour nous, c'est les vacances d'été. Peut-être pour vous aussi, mais parce que... évidemment, quand le client n'est plus là... Le client n'est plus là, il est en vacances, etc. Puis toi, tu veux quand même travailler. Parce que et donc, c'était toujours une période un peu avec une activité assez faible, en tout cas sur les design sprints. Et nous, on a toujours besoin de faire des trucs, quoi. On a toujours envie de faire des trucs. Et puis, pendant un certain temps, on a organisé en fait des gros events, dont... Une fois, on a fait Innovation Today, on a loué le Susté Convention Center de l'EPFL sur nos propres économies. Donc, on a fait un gros machin. Et pas de bol, c'était l'année du Covid. Donc, de nouveau, là, on a pris un gros risque. On s'en est sorti, on a survécu. Tous mes cheveux blancs sont nés à ce moment-là. Mais on s'est dit, OK, les events, c'est pas la bonne chose à faire. Puis du coup, on se retrouve à cet été 2021.
Ouais. Et puis, on sent qu'on n'a pas trop de travail qui arrive, puis surtout, on se dit qu'il faut qu'on bosse sur quelque chose d'utile, et sur lequel on a envie de travailler. Et puis, on a réfléchi, on avait depuis très longtemps une idée que j'ai eue avec ma femme, à Fribourg, d'ailleurs, dans la région de Fribourg. Et puis, on s'est dit, là, il faut qu'on l'exécute, et on a commencé à la fabriquer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée ? En fait, j'ai déménagé à Fribourg dans le cadre de Maskin, et puis on se baladait avec ma femme qui s'appelle Eglé, qui vient de Lituanie. Donc c'est vraiment un autre pays. Elle parlait même pas français quand elle est arrivée en Suisse, etc. Puis du coup, moi je connaissais pas Fribourg, elle non plus. On se baladait, puis on trouve la ville incroyable. Alors, Bulle est fantastique, hein, mais Fribourg, voilà, c'est quand même une ville assez incroyable. Et puis du coup, on voit plein de petits détails, des légendes locales, des histoires, il y a des bâtiments assez dingues, il y a des tas de petits détails comme ça. Et puis c'est en discutant avec des gens qu'on découvre toutes ces histoires, et puis on se dit mais il n'y a jamais rien sur place, quoi. Il n'y a pas une signalétique, il n'y a pas de panneau, il y a pas. Puis donc on trouvait plus d'informations sur Wikipédia ou comme ça en rentrant le soir chez nous que directement sur place, et on trouvait ça hyper dommage. Puis une fois le détonateur, c'est on se balade, on fait un Fribourg Mora, on se perd au milieu de nulle part, et là on trouve des maisons un peu en ruine, je pense sur un reste de vieille église en ruine au milieu de la forêt, puis on dit mais on est où, c'est quoi cet endroit, c'est incroyable. Et là je me dis mais il y a évidemment des gens qui connaissent ce lieu, qui connaissent des choses sur cet endroit, et il n'y a aucune info, de nouveau. Okay. Je regarde sur Google Maps, c'est une forêt, enfin voilà. Ouais. Et là on se dit mais c'était il y a passé 10 ans, hein, et on regarde Google Maps, puis on se dit, mais pourquoi il n'y a pas un code QR ? Ça existait déjà, on était déjà assez geek pour les utiliser et savoir ce que c'était. Pourquoi il n'y a pas un bête code QR à cet endroit-là, avec tout le savoir local sur ce lieu ? Idée de base, hein, très simple. Ouais. Sauf qu'il y a 10 ans, le code QR n'était pas utilisé, juste utilisé pour des choses de marketing, c'était pas vraiment des outils, c'était pas utilisé. Du coup, peut-être merci un peu le Covid, du coup. Ouais, mais justement, il y avait pas de 4G dans la forêt, il y avait de ça, et donc c'était une idée qu'on trouvait géniale, on était hyper excités par cette idée-là, mais on s'est dit, c'est pas pour nous, c'est pas nous de le faire, on n'est pas des experts du tourisme ou du patrimoine non plus, et il y a plein de gens plus intelligents que nous qui vont le faire. Ouais. Ça a duré 10 ans, on n'a jamais rien vu qui ressemblait à ce qu'on voulait faire. C'était pas venu. Ou qu'on s'était fait, c'était un pauvre QR qui pointait vers le site de la ville avec une erreur 404, une page pétée, un truc vraiment dont l'expérience n'était pas bonne. Et puis le Covid arrive, les gens scannent les QR codes, mes parents utilisent les QR codes aussi. Puis là, on se dit, go, quoi, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Je découvre le nom Genius Loci, qui veut dire le génie des lieux en latin. Et puis, les Romains pensaient que derrière chaque lieu, il y avait une sorte de petit génie qui protégeait chaque lieu. On trouve le concept hyper cool, le nom hyper cool, puis on se dit, on aimerait que les personnes qui connaissent le mieux ce lieu-là, qui ont vraiment un accès au savoir local, partagent ce qu'ils savent sur ce lieu-là, puis le rendent accessible à la population. Ouais. Puis en faire un nouveau type de signalétique, un peu le futur du panneau touristique. Donc, on a inventé ça. Je ne sais pas si ça se voit. Alors, à la caméra, oui. Donc, c'est une plaquette ronde en alu. C'est pas en alu, c'est de inox. Oui, inox, pardon. Avec justement un QR code au centre. QR code au centre et puis le nom autour. Donc, en l'occurrence, la Secret du Nord vaudois, mais on met ce qu'on veut. On peut le designer sur mesure. Et puis, c'est des petites plaquettes ensuite qu'on scanne avec le téléphone. Et puis, du coup, on a accès à des histoires. On a accès à des légendes, on a accès à ce qu'on veut d'ailleurs, on a accès à des vidéos, des sons, des images. Et je reviendrai peut-être aussi sur ma propre expérience parce qu'on est en train d'en placer dans le canton de Fribourg, on est en train d'en placer en Gruyère. Je me permets juste un petit coup de projecteur sur Genius Loci parce que nous, avec la Jeune Chambre, on cherche toujours un petit peu de l'innovation et tout ça. C'était vraiment un produit hyper accessible. Je pense que je trouve formidable ton parcours sur l'expérience utilisateur parce que pour moi, quand j'ai découvert Genius Loci, j'ai dit vraiment ce qui m'est arrivé, enfin quelqu'un qui a compris. Et je trouve que ce que tu dis, aller vers le site éclaté et tout ça, j'ai dit mais enfin quelqu'un qui a compris qu'il faut que ce soit sous gabarit, propre, etc. Et donc là, on a la chance d'être accompagné par 2 communes déjà en Gruyère. Je lance un appel à toutes les personnes qui seraient intéressées. C'est hyper cool, c'est par coup de 20 plaquettes. Si vous avez juste 20 lieux, que ce soit des fontaines, des châteaux, des portes, n'importe quoi qui peuvent être mis en valeur, c'est génial. Derrière chaque QR code, c'est pas une histoire, on peut en mettre 50, 100 ou 200. C'est un espace immersif. Nous, on a, alors je peux le dire, ça sortira un peu plus tard, on a Gruyère et Corbière qui ont accepté de jouer le jeu. On espère que d'autres communes en Gruyère, même dans le canton de Fribourg, vont y participer. C'est un outil, il faut le dire, on a eu
des téléphones avec le tourisme. Ouais. On a eu les communes c'est une plus-value pour les communes parce que ça met en valeur la région. Ça crée tout un écosystème. Et surtout, ça préserve le patrimoine aussi. C'est vraiment ça. Je crois qu'au départ, on a créé ça parce qu'on voulait, un peu égoïstement, avoir un cool outil pour nous en tant que visiteurs, découvrir une région à fond. On a aussi mis, c'est important, la traduction en temps réel. Donc, si vous parlez lituanien, vous avez le contenu en lituanien, mais raconté par un bon gruyérien, mais traduit directement à la volée. On appelle ça en fait des deep points of interest. Je crois que c'est vraiment ça. C'est l'idée d'avoir des points d'intérêt avec un contenu très riche qu'on va pouvoir utiliser de plein de manières. Alors, une matérialisation, c'est ces médailles comme ça qu'on met physiquement, parce que je crois beaucoup au physique et au digital. Oui. C'est important d'avoir une présence physique. C'est pas une application, il n'y a pas de barrière à l'entrée, on scanne et puis tout de suite on rentre dedans. Et puis en fait, ce concept, on a beaucoup travaillé et réfléchi sur les formats, sur l'expérience utilisateur, la qualité aussi de l'interface et tout ça. Donc c'est pas un hasard, mais on a beaucoup bossé. Puis en fait, on est repéré pour faire le prix Genilem. Vous avez eu pas mal de prix aussi pour ce projet-là. En fait, c'est un peu ça qui nous a conforté, qui nous a lancé. Parce qu'on a fait ce concours Genilem, donc c'est un accompagnement de start-up Vaud-Genève, en fait. Et puis, on gagne ce prix Genilem. Et du coup, après, ça s'enchaîne. On a eu de la presse, alors que j'en ai pas du tout encore le produit, c'était un prototype, mais on a eu de la presse, etc. Et puis, après, on était au Salon des Inventions présenté. Et là, on a eu une médaille d'or, plus le prix du public du Salon des Inventions, où là, c'est quand même un truc incroyable. Parce que ça semble tout simple, on dirait une rondelle de métal avec un QR, mais en fait, les gens ont compris l'innovation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est trop bien de gagner face à des robots qui lancent des lasers. Oui, et pour moi, ça c'est ma phrase préférée, c'est le plus compliqué, c'est de faire simple. Ouais. C'est pour moi, justement, alors peut-être que j'étais sensible à ce projet-là, mais la prise en main de l'app, qu'on soit né ou pas avec un smartphone dans la poche, c'est d'une simplicité enfantile, dans le sens que c'est vraiment... et j'adore aussi, la plaquette, elle n'est pas trop grande, elle fait le bon format. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'une des premières questions qu'on nous a posées sur l'intégration sur des lieux historiques, on m'a dit, si votre projet ne marche pas, il se passe quoi ? Puis je leur ai répondu, j'enlève 40 vis. Ouais. Et puis en fait, puis 40 vis réparties pour le même endroit. Et puis voilà, mais dans le sens que c'est une plaquette, c'est 2 petites vis, c'est rien de. On a même trouvé un moyen pour l'accrocher sans vis. Ah tu vois, plaque arrière, tu peux même la mettre. Mais je trouve que c'est vraiment une super idée. Nous en tout cas, c'est un projet qu'on adore défendre et qu'on se réjouit de faire évoluer, quoi. Donc bravo pour ça. Ouais, merci beaucoup. Et puis je veux vraiment que le cœur du truc, c'est que ça soit simple pour le visiteur, mais aussi pour les gens qui mettent du contenu et d'enlever aussi, comment dire, on travaille avec les offices du tourisme, dont le métier c'est de valoriser la destination, mais c'est pas des experts du patrimoine. Ils n'ont pas le temps de créer, ils n'ont pas la connaissance. Et nous, on a voulu vraiment que des personnes, souvent les passionnés de patrimoine ou les gens qui connaissent le mieux leur ville, c'est des gens assez âgés, c'est des retraités. Et nous, on a voulu créer un outil tellement simple que des retraités eux-mêmes peuvent mettre le contenu, validé avec la bénédiction de l'Office du tourisme. Et ça, c'est génial, ça change tout. Parce qu'on a des retraités qui ont mis du contenu et chaque jour, ils passent devant leur médaille. Et puis, c'est une fierté, en fait, c'est une petite empreinte, finalement. On a des gens, je sais pas, on a quelqu'un qui a 92 ans, qui a enregistré un peu ses mémoires, etc., qui les a mis comme une capsule temporelle, en fait, dans ces lieux-là. C'est ultra intéressant d'écouter ça. C'est vachement émotionnel. Ouais. Donc, ça nous a aussi amené à ce projet à Paris. On a été au salon du... Ah ouais, ça, c'est une anecdote que je peux raconter. On a été au salon du patrimoine à Paris. C'est au Louvre, c'est sous la pyramide du Louvre. Et puis, on fait ce salon, etc. Ça se passe bien. Puis tout d'un coup, il y a un peu un bruissement comme ça dans la salle. C'est un truc énorme, il faut imaginer, c'est des milliers de personnes. Il y a un bruissement, puis d'un coup, on entend « Stéphane arrive, etc. Puis en fait, il y a en fait Stéphane Bern qui arrive. Puis Stéphane Bern, en France, c'est... en Suisse aussi, mais il est hyper connu. C'est presque équivalent d'un ministre, en fait. Il est hyper connu, etc. Et puis, nous, on est un peu là, on regarde un peu de loin. Et là, il y a un journaliste qui était passé au stand le matin, qui a dit « C'est génial, votre truc ». Et puis, il revient vers moi et il dit ah, j'en ai parlé à Stéphane, il va trouver ça génial, j'en ai parlé, il va venir. J'étais quoi ? Et en fait, on se retrouve avec Stéphane Bern qui vient au stand,
en personne, découvrir qui s'extasie devant ses médailles, qui est hyper sympa. En plus, c'est monsieur. Voilà. Tu vois, découverte, histoire. C'est pile poil la bonne personne et il comprend immédiatement, etc. Lui, il se bat pour le patrimoine, etc. Voilà. Et aussi, il a un côté technologique aussi. Il aime ce genre de choses. Et hyper sympa. On discute avec lui un bon moment, etc. Puis il part comme ça. Nous, on est un peu sur notre nuage. Et l'année suivante, donc ça, c'était il y a 2 ans. Et l'année suivante, on retourne à Paris. Et là, à nouveau, même chose. Bruissement, Stéphane Bern arrive. Puis du coup, on fait, c'est bon, il est passé, jamais il va revenir. Et moi, je suis en train de filmer chez Ostan, je suis en train de filmer. Et je vois Stéphane Bern qui passe au bras de Brigitte Macron et Rachida Dati, la ministre de la Culture. Et en fait, donc il passe devant nous et en fait, il s'arrête, il fait « Ah, faut que je vous montre ça !» Et en fait, il bloque tout et on se retrouve en close-up comme ça, à montrer les médailles. Vous allez voir sur notre site, on a mis la vidéo. Brigitte Macron, etc., qui touche nos médailles, qui les scanne, qui fait des gags. Enfin, c'était vraiment un peu surréaliste. Ce coup de projecteur instantané, ça vous a, ouvert des marchés ou... Ouais, mais disons... en tout cas, une visibilité assez disons, belle. Stéphane Bern, on a eu la bonne photo parce qu'il il a vraiment posé, puis on a ça maintenant dans notre brochure, etc. Et puis, c'est une petite crédibilité qui est cool. Brigitte, c'était tellement inattendu. J'ai une vidéo qui est sur le site, etc. On la montre, c'est plus un gag qu'autre chose. Mais... moi, j'ai trouvé, et surtout, il pourrait être très dans le paraître, juste une 2 minutes et ils partent, quoi. Genre, ah ouais, super ce que vous faites, et ils partent. Intéressés. Non, ils sont restés 10-15 minutes, quoi, sur le stand. Et on est des Suisses, et on n'est même pas français. Et il y a plein de stands autour et des gens qui les attendent. Et quand tu les vois rentrer dans le truc, se projeter, voilà, tu te dis, yes, on a touché un truc, quoi. Ouais. Trop bien. Pour peut-être terminer sur Genius Loci, il y a aussi là des nouveautés qui arrivent, comme typiquement les parcours fléchés. Enfin, alors, comment on va appeler ça? Les parcours... le fait de parcours thématiques. Voilà, de pouvoir mettre des médailles en relation entre elles, ce qui peut... en tout cas, nous, ça nous donne des centaines d'idées avec notre projet, parce que on peut avoir des parcours thématiques, scanner de médaille en médaille, on peut les géolocaliser un petit peu à distance. Chasse au trésor. Il y a tout un côté extraordinaire. Donc, magnifique. Peut-être on arrive gentiment à la fin déjà du podcast. Il y a encore une thématique. Vite, ça a été très très vite. Il y a une thématique que j'aime bien aborder aussi parce que tu as un parcours hyper inspirant. Tu es un entrepreneur, multi-entrepreneur avec des beaux projets. En plus, je trouve que c'est vraiment des projets hyper inspirants. J'aimerais bien finir sur le côté aussi un peu mindset, un peu ton état d'esprit. Comment tu vois un petit peu le développement de l'avenir de tes sociétés et puis peut-être aussi qu'est-ce qui a été pour toi des moments charnières ou peut-être des choses qui ont autant forgé qui t'es devenu, mais aussi d'un côté dur que pas que du positif, mais quels ont été les gros moments qui ont fait que tu as développé ces sociétés-là? J'ai une réponse hyper simple, ma femme. mais vraiment, en fait, j'ai omis de raconter le rôle qu'elle a eu, mais qui est tellement important. C'est qu'en fait, moi, je pars en 2011 à Vancouver, dans le but d'apprendre l'anglais, faire plein de trucs, etc. Rencontrer la femme de ma vie, que sais-je. Enfin, je voyageais, quoi. Et du coup, je fais mon voyage, ça se passe hyper bien, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Et je rentre à la maison. Donc, c'est vraiment le jour du retour, je suis dans le train. Donc, je fais un Morges-Lausanne, quoi, tout poussif comme ça, après avoir voyagé de l'autre côté de la Terre. Mais j'étais bronzé, je savais l'anglais, j'étais motivé. Enfin, tu sais, il y a quelques jours comme ça dans ta vie où tu te sens au top. C'est rare, hein, mais il y a quelques jours, tu sais, où là, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Et je vois une fille incroyable, je la trouve magnifique, belle, etc. Je suis à la gare de Morges. Évidemment, elle venait pas de Morges, c'était logique parce que je la connaîtrais, autrement, j'aurais déjà repéré. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je m'asseye en face d'elle. Tu sais, maintenant, tu pourrais plus faire, ça serait MeToo et tout ça. mais à l'époque, en 2011, c'était possible. Et je m'asseye en face d'elle. Et puis, j'espère qu'elle parle anglais. Comme ça, je pourrais... évidemment, je savais qu'elle parlait pas français. Je m'y attendais, quoi. Et du coup, je trouve un espèce de vague sujet de conversation, etc. Yes, elle parle anglais. Elle vient de Lituanie. Bon, OK. Et puis, ça a hyper bien marché, en fait. J'étais un peu son tour guide, etc. Elle est restée en Suisse. Génial. On s'est mariés et tout ça. Mais au départ, elle n'était pas du tout destinée. C'était pas le but qu'on travaille ensemble. Elle était psychologue, etc. Enfin, elle fait des études de psychologie. OK. Puis elle travaille dans une garderie en Suisse internationale. Et puis du coup, on se met ensemble et puis elle se rend compte de la charge de travail que j'avais, du rythme que c'était, que j'avais peut-être besoin d'aide sur l'admin, la facture, la TVA, tous ces trucs-là. Et puis au final, elle quitte son job et puis moi je l'engage comme stagiaire, quoi. Avec Design Sprint. Okay. C'est un peu, vraiment, c'est gamble total. C'était juste
parce que j'ai besoin d'une aide, elle était à la maison, quoi. C'était un peu ça. Et en fait, ça marche hyper bien. Elle devient mon allié stratégique pour tout. Tout ce que moi, j'aimais pas faire, elle le faisait 2 fois mieux que moi. Puis en fait, on se trouve, mais complètement par hasard, hyper complémentaires. Donc, Design Sprint, on a l'impression que c'est moi ou Julien ou comme ça, l'équipe visible depuis 10 ans, mais en fait, il y a Eglé derrière, ma femme, qui fait tout le travail de l'ombre, mais qui est énorme, qui est gigantesque. Et en fait, ça marche tellement bien que depuis, on a tout fait ensemble, c'est-à-dire les événements, on les organise ensemble. Jean Lucky aussi, c'est la cofondatrice. Et c'est-à-dire qu'on est all-in. C'est nos économies, on a zéro sécurité dans tout ce qu'on fait. C'est méga dangereux. Ça, pas tout le monde arrive à avoir cette mentalité-là. Faites pas ça, les gens. C'est vraiment une très mauvaise idée. Mais bon, d'un autre côté, ouais. Tu vois, bien ça. Des fois, j'aimerais, qu'elle travaille dans une grande banque à côté, et puis qu'on ait un peu de sécurité. Mais non, on n'a pas cette sécurité. Mais en fait, ça te force à te sortir tellement les pouces et puis à faire les trucs. Puis tu les fais à fond. Puis on a aussi un petit rituel maintenant, parce qu'on travaille même depuis la maison maintenant, c'est que tous les matins, on va marcher. On commence la journée par une balade, on fait 1 heure. Et en fait, on fait tous nos meetings, trop cool. Et on commence les journées comme ça. Et les gens croient que c'est du luxe ultime, mais en vrai, c'est du boulot. Et en fait, on travaille en marchant. Et ça, je pense que toutes les meilleures idées qu'on a eues ces 10 dernières années, 8 dernières années, parce qu'avant on ne marchait pas, mais on les a eues comme ça. C'est ces moments simples, quoi, où tu marches avec ta femme et puis c'est là que ça roule, quoi. Magnifique. Écoute, il nous reste peu de temps. Je termine obligatoirement par une question qui me tient toujours à cœur. C'est justement, s'il y avait en une phrase ou quelque chose d'assez court, quelque chose qui te tient à cœur vraiment et que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs, pas entrepreneurs, etc. Mais qu'est-ce qui te tient à cœur que tu aimerais nous dire aujourd'hui pour finir ce podcast? C'est dur. Je dirais le truc, c'est qu'il faut croire en ton intuition, quoi. Parce que et je vois ça dans le domaine d'innovation avec Design Sprint, dans les projets des clients. C'est tellement facile, des gens qui disent non, ça sera difficile, il y a un truc légal, oui, mais écoute ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que le timing, le momentum, il faut être au bon moment, avec la bonne idée, au bon truc, et puis il faut écouter tes tripes, et il faut oser y aller. Ça, c'est hyper important. Et puis le deuxième truc, c'est pas avoir peur de faire un métier qui n'existe pas encore, dans le sens où moi j'ai inventé déjà 2 métiers. et donc tu peux tu peux y aller. Tu peux créer la vie, tu peux créer la vie que tu veux. Je dis pas, et je dis pas, je te garantis pas le succès, mais au moins tu vas t'éclater en faisant ce que tu fais. Et puis le dernier conseil, je pense que c'est vraiment cette notion de focus. C'est que je crois que tout ce que nous on a fait, on l'a toujours fait à fond, en y croyant à fond, on n'y va pas à moitié. Et puis, mais en vrai, tu es obligé de faire ça. Surtout quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas un focus, si tu n'es pas passionné par ton truc, les gens ils le détectent immédiatement. Et puis, ils ne vont pas croire en ton histoire, ils ne vont pas vouloir travailler avec toi. Le niveau, en général, il est très haut, finalement. Je trouve qu'il y a beaucoup de fainéantise avec l'AI. Maintenant, les gens, ils font tout avec de l'AI, ça se voit immédiatement. Puis en fait, oui, tu gagnes en productivité, mais tu ne gagnes pas en relation, quoi. Et moi, je crois beaucoup dans ce focus et dans cette passion qu'il faut mettre dans les projets. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. C'est la fin du podcast. Ouais. Merci infiniment pour ton temps. Et du coup, à bientôt. Gros plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!